Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et puis merci d'être présents pour cette soirée organisée donc, par le Sinister Ciné Club, pardon, qui, comme on va le voir, n'a jamais aussi bien porté son nom que ce soir. Alors je tiens tout particulièrement à remercier Sam Guilherand, qui m'a proposé donc, de présenter le film de ce soir, et puis le cinéma Victor Hugo Lumière, bien sûr. Le film qu'on va voir ce soir, l'au-delà. Alors, il est difficile de parler de l'au-delà en quelques mots parce que c'est un film très important dans l'histoire du cinéma d'horreur, très aimé, probablement le plus célèbre de son réalisateur, et l'un donc des plus fameux du cinéma d'horreur italien en tout cas. Alors, c'est un film réalisé par Lucio Fulci, donc c'est un nom, Lucio Fulci, que les amateurs de cinéma d'horreur et plus généralement même de cinéma bis connaissent bien. C'est un réalisateur qui a commencé sa carrière à la fin des années 40 en tant qu'assistant pour de grands réalisateurs et qui va réaliser son premier film en son nom propre en 1958. Alors c'était une comédie intitulée I ladri en VO, donc Les voleurs, avec le grand comique de l'époque Totò. Alors toute la première partie de sa carrière en fait va être placée sous le signe de la comédie. En particulier, avec un duo d'acteurs très célèbres à l'époque, les Laurel et Hardy italiens, si l'on peut dire, Franco et Ciccio, avec lesquels il va tourner une douzaine de films, une douzaine de comédies qui vont très bien marcher. Et puis, au milieu des années 60, on va dire que Fulci diversifie un petit peu les tiroirs de sa filmographie en abordant d'autres genres. Alors en particulier le western, qui restera d'ailleurs son genre favori, avec Le Temps du massacre notamment, un excellent western avec Franco Nero. Également alors le thriller, le giallo, comme on dit quand on parle de cinéma bis italien. Donc avec des films réalisés un petit peu plus tard comme Le Venin de la peur ou La longue nuit de l'exorcisme par exemple. Et puis également le film d'aventure, avec une adaptation du roman de Jack London, Cro-Blanc, qui restera d'ailleurs le film qui lui a rapporté le plus d'argent. Donc on a affaire en fait, au cours de ces années 60, et puis ce début des années 70, à un réalisateur en fait, parmi tant d'autres du cinéma populaire italien. Mais on commence à percevoir tout de même quelques motifs, quelques traits récurrents, qui vont structurer une œuvre assez personnelle, et en particulier dans la mise en image de la mort, du corps en souffrance et du sang versé à l'écran. Et ça, on le voit déjà très bien, alors dans ces thrillers évidemment, dans ces giallo, très sanglants, mais également dans ces westerns. Puis alors en 1979, il y a un tournant qui se produit dans sa carrière, un tournant proprement horrifique pour le coup, avec L'Enfer des zombies. Alors, 2 ans auparavant, donc en 1977, Fulci a réalisé un thriller de bonne facture intitulé L'Emmurée vivante, d'après un scénario du grand scénariste italien dont je vais reparler, qui s'appelle Dardano Sacchetti. Alors c'est un giallo de bonne facture, mais qui ne fait guère recette au box-office. Et on peut dire que, à cette période-là, dans la deuxième partie des années 70, la carrière de Lucio Fulci patine un peu. Alors entre ce thriller qui ne marche guère, donc, dans les cinémas, un western également, alors pas mal, mais peut-être trop tardif, Sella d'Argento, donc la selle d'argent, et puis également un produit télé, avec l'un des 2 duettistes du duo de comiques dont je vous parlais, Franco Franchi. Ça patine un peu. Et alors, miracle du hasard, le producteur italien Fabrizio De Angelis a le nez creux et décide de produire un film qui s'inspirerait donc du Zombie de George Romero, Dawn of the Dead donc de George Romero en 1978, dont d'ailleurs le montage européen, la version européenne, est assuré par un autre Italien, Dario Argento. Alors, De Angelis, donc Fabrizio De Angelis, le producteur, commande un scénario à Dardano Sacchetti, dont je vous parlais, et le projet va finir entre les mains de Lucio Fulci pour la réalisation. Donc il va retrouver Dardano Sacchetti, en même temps qu'il va retrouver également d'autres techniciens avec lesquels il a déjà travaillé et qui vont avoir une importance capitale dans le cinéma de Lucio Fulci jusqu'à l'au-delà, donc qu'on va voir ce soir. Alors je pense notamment au musicien Fabio Frizzi,
dont on pourra entendre la musique dans le film de ce soir, vous verrez, elle est assez étonnante. Sergio Salvati également à la photographie, très importante, et puis Gianetto De Rossi aux effets spéciaux de maquillage, puisqu'on est là, on va être clairement dans le cinéma gore. Alors ce sont autant d'artisans donc qu'on va retrouver de film en film dans la carrière future de Lucio Fulci, dont bien sûr l'au-delà. Alors c'est une espèce en fait de dream team en quelque sorte qui s'est constituée autour de Lucio Fulci et qui va faire des merveilles sur les principaux films du réalisateur et en particulier donc sur l'au-delà. Alors L'Enfer des zombies donc sort sur les écrans en 1979 et on peut dire que c'est un film un peu pionnier pour le cinéma d'horreur européen dans la mesure où chronologiquement il ouvrait un peu la voie aux futurs films de morts-vivants italiens qui allaient déferler sur les écrans et puis plus tard, un petit peu plus tard dans nos vidéoclubs. Alors, film de morts-vivants italien avec des titres, pour les amateurs de cinéma bis, des titres assez célèbres, comme La terreur des zombies, par exemple, Virus cannibale, de Bruno Mattei, donc, Le manoir de la terreur, L'avion de l'apocalypse, enfin bref, j'en passe, toute une série de films et qui vont sortir en fait dans un très court laps de temps, les années 80, 81, 82. Tout ça se fait sur une période très très brève. Bon, tout ça pour dire aussi que la mode des zombies ne date pas d'aujourd'hui, évidemment. Alors, sous-genre donc du zombie, très à la mode, qu'on peut rapprocher à la même période, dans le cinéma gore italien, d'un autre filon qui fait fureur, qui est celui des cannibales. Alors, et auquel d'ailleurs a rendu hommage il y a peu de temps, un réalisateur comme Eli Roth, par exemple, avec Green Inferno. Alors, on peut évidemment citer... Tout cela se situe exactement à la même période, le tout début des années 80. On peut évidemment citer donc Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, et puis c'est succédané, alors genre Cannibal Ferox, La secte des cannibales d'Umberto Lenzi. Enfin bref, voilà deux filons qui marchent très bien à cette période. Et alors, ce sont deux sous-genres qui peuvent parfois même être mêlés au sein d'un même film. Et c'est d'ailleurs le cas dans La terreur des zombies, dont je citais le titre tout à l'heure, et qui était un film dans lequel justement le réalisateur et le producteur mixaient en fait les deux genres. Alors dans un très très joyeux bordel, mais c'est un film tout à fait amusant quand on le prend au deuxième degré. Alors pour revenir à L'Enfer des zombies, le film a également marqué évidemment les esprits parce que c'est d'abord, ce film, un catalogue de scènes hardcore, mais alors situé dans un cadre exotique, insulaire, scandé par une musique entêtante, une musique macabre, signée donc Fabio Frizzi, le même compositeur qu'on va entendre ce soir. En fait, L'Enfer des zombies n'a pas grand-chose à envier aux zombies de Romero, au film, comme on dit, matriciel du genre, donc au Dawn of the Dead de Romero. Et on peut même dire que ce sont deux films en fait assez différents. Et d'ailleurs, Lucio Fulci disait à ce propos qu'il ne fallait pas confondre ces zombies avec ceux de Romero, notamment dans les choix esthétiques qui avaient été faits. Ce sont deux films totalement différents. Et puis alors, L'Enfer des zombies, c'est un film important et sur lequel j'insiste, parce que c'est un film qui va poser littéralement les jalons de ce que sera le cinéma de Lucio Fulci à venir. Alors un cinéma d'horreur pur, là on abandonne les différents genres dont j'ai parlé au début de sa carrière, donc un cinéma d'horreur pur, un cinéma radicalement gore, mais alors, intérêt majeur à mon avis de son cinéma, très très gore, mais en même temps traversé par des instants quasi poétiques, un peu contemplatifs, ce qui produit un étrange mélange assez unique, assez unique dans le cinéma d'horreur. À la fois très gore et en même temps assez poétique, assez littéraire finalement. Donc L'Enfer des zombies rapporte beaucoup d'argent, vu la mise de départ qui était relativement faible, et bien sûr, les producteurs, donc ça va permettre en tout cas aux producteurs d'engager d'autres projets avec Fulci, dont L'Au-delà, et dont alors cet autre film qui est sorti la même année, cet autre classique du cinéma d'horreur italien signé Fulci, La maison près du cimetière, qui est sorti lui aussi en 1981.
Alors, La maison près du cimetière est sûrement l'un des films, enfin en tout cas à mon sens, parmi les plus terrifiants du cinéma d'horreur, avec une créature proprement effrayante, hein, pour ceux qui l'ont vu, le docteur Frankenstein, hein, qu'on peut assimiler d'ailleurs un peu aux zombies, là encore. Alors un monstre en décomposition qui vit dans une cave, hein, dans une maison évidemment hantée, et dans laquelle va venir habiter donc une famille qui évidemment n'est pas du tout au courant de la situation. Alors, on peut dire en fait que les années 80 et 1981 sont les années zombies et les années Fulci. Et le réalisateur, d'ailleurs, le réalisateur lui-même, hein, reconnaissait que c'était le début des années 80 qui lui avait apporté la notoriété, même si ce n'était pas forcément le segment de sa filmographie qu'il préférait. Quand on pense à Fulci aujourd'hui, on pense obligatoirement à ce qu'on a appelé plus tard sa trilogie de la mort ou sa trilogie infernale. Alors, trilogie entamée avec Frayeur, dont je vais vous dire quelques mots après, L'au-delà, comme élément central, et puis donc La maison près du cimetière, dont je vous parlais il y a un instant. Donc après L'enfer des zombies, et puis après un très bon polar, hein, intitulé La guerre des gangs, hein, qui se situe à Naples, Fulci réalise donc Frayeur, en 1980, pour un autre producteur, mais peu importe, et Frayeur est là encore, lui aussi, considéré comme un classique du cinéma d'horreur italien. Alors Frayeur, si on veut en dire quelques mots, c'est un film qu'on qualifie souvent de film Lovecraftien, bon, de Lovecraft, hein, l'auteur américain. Un film alors situé entre cauchemar éveillé et film gore radical, en tout cas dans sa version intégrale. Le spectateur dans ce film est transporté à Dunwich. Bon, hein, pour ceux qui aiment bien Lovecraft, évidemment, ça dira quelque chose. Alors une bourgade assez étrange, balayée par un vent malsain, et où le mal s'est réveillé suite au suicide d'un prêtre. Et à partir de là, les morts sortent de leur tombe, une malheureuse fille vomit ses viscères, pleure du sang, les têtes explosent, les habitants de la bourgade se transforment en fous meurtriers. Enfin bref, hein, Frayeur, c'est une espèce de cauchemar, hein, alors sans le moindre humour, et sublimé encore une fois par la musique de Fabio Frizzi et la photo de Sergio Salvati, les mêmes techniciens qu'on verra évidemment à l'œuvre dans L'au-delà. En tout cas, moi, c'est mon préféré du lot, hein, et c'est même mon film préféré de Lucio Fulci, Frayeur. Mais alors, l'année suivante, en 1981, L'au-delà, donc le film qu'on va voir ce soir, va aller encore plus loin dans l'horreur macabre. Alors ce film, en fait, il naît d'un brouillon de scénario, d'une histoire griffonnée par Dardano Sacchetti. Hein, le scénario, au départ, fait, je crois, 3 pages, a été écrit en 6 jours, hein, à la demande des producteurs. Et donc, ce scénario à peine griffonné va laisser à Fulci une totale liberté. Au point que celui-ci, dans une interview, dira que lui et son équipe, alors je le cite, se sont complètement déchaînés, hein, se sont lâchés en quelque sorte. Et d'ailleurs, le producteur a laissé complètement tranquille Fulci faire son film et s'est occupé uniquement de la partie vente, de la partie promotion, hein, de L'au-delà. Donc ce film est très personnel, hein, et Fulci va décider sur le tournage de modifier le scénario au gré de ses idées, au gré de ce qu'il a envie de faire, en quelque sorte d'improviser. Donc liberté totale pratiquement, liberté artistique totale, mais contrainte malgré tout, hein, par un budget évidemment réduit, hein, comme pratiquement sur tous ces films, et par des délais de tournage relativement courts eux aussi. Hein, si on compte la post-production, L'au-delà, c'est environ 2 mois en tout et pour tout, hein, du 20 octobre 1980 jusqu'à Noël de la même année. Donc évidemment, c'est très court. Et puis alors, si on parle d'argent, si on parle du financement, le film alors, a coûté, selon Fulci lui-même, 580 millions de lire, ce qui équivaut à l'époque à environ 460 000 $, ce qui bon, de toute façon, n'est pratiquement rien, quoi. Hein, 460 000 $, même à l'époque, c'est pas grand-chose. À titre de comparaison, alors un film comme Ténèbres, de Dario Argento, qui sort à peu près dans les mêmes eaux en 82, lui coûte par exemple 2 milliards et 400 millions de lire. Donc vous voyez, il y a une différence, hein, entre les réalisateurs italiens du même genre. Et Dario Argento est clairement dans la division supérieure, en tout cas en termes de production et de financement.
Alors c'est pour ça d'ailleurs que le film, en fait, enfin que de certaines scènes qui étaient prévues, certaines séquences qui étaient prévues dans le scénario, ou même griffonnées, eh bien, ont été purement et simplement annulées lors du tournage. Alors je pense particulièrement à la scène de fin, à la séquence finale, qui devait normalement se dérouler dans un parc d'attractions, après l'invasion des zombies, enfin bon, vous verrez ça. Et finalement, bon, les frais de location étaient trop importants, et donc la production a décidé d'annuler la scène, d'annuler le tournage de cette séquence. Alors, bon, en même temps, Fabrizio De Angelis, donc le producteur, avait dans l'idée de tourner un film sans trop s'occuper des frais de location, et si on pouvait tourner quelques plans ou quelques séquences dans des lieux de manière un peu pirate, bon, c'était aussi bien, quoi. De voler des scènes, de voler des plans, c'était bien pour lui. Alors, ce qui n'empêche, malgré cela, que l'au-delà bénéficie, comme vous allez le voir, de décors assez remarquables, puisque le film est tourné sur les lieux mêmes de l'histoire, c'est-à-dire aux États-Unis, en Louisiane. Alors, à la Nouvelle-Orléans d'abord, et en particulier dans le French Quarter de la ville, dont on a viré pour l'occasion les habitants, de manière à rendre le décor désert et un peu étrange. Et habitants donc qu'on a virés, c'est un peu exagéré, mais en tout cas qu'on a conseillé très fortement de partir en leur distribuant un petit peu d'argent liquide, pour que justement ils quittent leur demeure. Alors l'équipe de tournage s'est aussi déplacée au nord de la Nouvelle-Orléans, près de la ville, près de Madisonville, dans un parc, alors le Fairview Riverside State Park, où se situe cette belle bâtisse qui va servir donc de décor à l'hôtel maudit que vous verrez dans le film. Alors cette bâtisse s'appelle la Otis House, et cette maison, donc, qui est située en Louisiane, au nord de la Nouvelle-Orléans, eh bien, est un monument historique de Louisiane qu'on peut visiter aujourd'hui, transformé en musée d'ailleurs, alors un musée sur l'histoire de la région, je crois, et c'est un bâtiment à la belle architecture qui date de la fin du 19e siècle, je crois, qui est assez exemplaire de l'architecture du Sud-américain. Alors, autre lieu de tournage, pour une séquence célèbre de l'au-delà, que vous verrez donc tout à l'heure, le fameux pont de 38 km de long qui traverse le lac Pontchartrain au nord de la Nouvelle-Orléans. Alors là, je pense à cette séquence, restée célèbre dans l'au-delà, avec cette fille aveugle, vous verrez cela, Émilie, toute seule sur ce pont avec son chien, et qui va mettre en garde, vous verrez cela, l'héroïne du film, contre l'hôtel maudit, bien évidemment. Alors, c'est une séquence totalement improvisée d'ailleurs, qui n'était pas du tout dans le scénario initial, ce qui a obligé l'équipe américaine de tournage à demander à ce que l'on bloque la circulation sur le pont pour un peu plus de 2 heures donc, de tournage, avant de le rouvrir à la circulation et au trafic qui attendait. Enfin bref, le tournage de l'au-delà, c'est un tournage un petit peu pirate, donc, mais qui a permis à Lucio Fulci de donner, comme il le disait dans une interview, sa propre vision, sa vision très personnelle de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. Alors une vision évidemment angoissante, anxiogène et assez étrange. Alors, le décor, donc un très beau décor. Il n'en va pas tout à fait de même pour le casting réuni pour le film. Alors le casting, il est surtout composé d'acteurs et d'actrices de l'univers du cinéma bis, mais de toute façon, Lucio Fulci, disait-il, détestait les stars et leur préférait, ajoutait-il, les acteurs. Bon, il faisait la différence. Et au nombre des acteurs, Fulci et la production choisissent donc pour interpréter le héros, vous verrez, qui est un médecin, l'acteur d'origine néo-zélandaise David Warbeck, qui est mort en 1997 d'un cancer, me semble-t-il. Bon, et alors ce David Warbeck, il a été choisi parce qu'il ressemblait, d'après les producteurs et d'après Lucio Fulci, à Jack Nicholson. Et alors, c'est assez amusant quand on sait qu'on compare souvent l'au-delà à Shining, justement. Alors, David Warbeck, c'est un réalisateur qui a une carrière très marquée cinéma bis italien, puisqu'on l'a vu jouer dans pas mal de films signés d'un autre grand nom du cinéma bis italien, Antonio Margheriti, dans pas mal de films d'aventure, dans pas mal de films d'action. Alors, il a aussi joué, David Warbeck, dans un autre film de Fulci la même année, Le Chat Noir,
bon, très lointainement inspiré de la nouvelle d'Edgar Poe. Alors, parmi ses plus hauts faits d'armes, quand même, à ce David Warbeck, on peut citer le film de Sergio Leone, Il était une fois la Révolution, en 1971, dans lequel donc, il apparaissait. Alors, pour son héroïne, qui s'appelle dans le film Lisa Merrill, vous verrez, et qui hérite donc de l'hôtel maudit, Lucio Fulci avait dans l'idée de reprendre l'héroïne de l'enfer des zombies, Tisa Farrow. Et Tisa Farrow, c'est la sœur de la bien plus célèbre Mia Farrow, l'héroïne de Rosemary's Baby. Alors Tisa Farrow, bon, n'a pas accepté parce qu'elle avait décidé, bon, tout bêtement, d'arrêter sa carrière. Donc celle qui hérite du rôle de l'héroïne, c'est Catriona McCall, une actrice d'origine anglaise, hein, et qu'on avait déjà vue dans Frayeur et qu'on allait retrouver dans La maison près du cimetière. En fait, Catriona McCall, hein, c'est une actrice bon, qui est totalement liée, qui est indéfectiblement liée à la trilogie de la mort de Lucio Fulci dont je vous parlais. Alors cette actrice a aussi fait une grosse partie de sa carrière en France, hein, au point qu'on va la retrouver alors en 2006, et là ça va la changer de l'au-delà, on va la retrouver en 2006 dans la série télévisée Plus belle la vie. Bon, pas exactement la même ambiance. On peut ajouter aussi que j'ajoute personnellement que c'est une actrice très sympathique que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai un peu bavardé lors d'une convention. Et en fait, c'est une actrice qui ne se destinait pas du tout hein, au cinéma d'horreur, au cinéma de genre. Et elle est encore surprise en fait de l'engouement qu'elle peut susciter lorsqu'elle rencontre des amateurs, lorsqu'elle rencontre des fans de cinéma bis. Alors, c'est d'ailleurs Pascal Laugier, le réalisateur français, notamment de Martyr, qui lui a demandé de jouer dans son premier film, Saint-Ange, en 2004, dans un rôle d'ailleurs un peu hommage au cinéma de Lucio Fulci, aux côtés de Virginie Ledoyen et de Lou Doyon. Alors je crois qu'aujourd'hui, donc Catriona McCall vit toujours en France, et je crois qu'elle tient encore, dans le sud de la France, des chambres d'hôtes, tout bêtement. Donc voilà, si vous allez dans le sud, vous essayerez de trouver. Alors sinon, dans le rôle de la mystérieuse Émilie, la fille aveugle dont je parlais il y a un instant, on trouve au générique le nom de Sarah Keller. Vous verrez ça. Alors Sarah Keller, c'est un pseudonyme en fait, d'une actrice italienne quand même, qui s'appelle Cinzia Monreale. Et cette Cinzia Monreale, elle est restée célèbre parce qu'elle apparaît, elle joue, elle est l'héroïne d'un film lui aussi resté célèbre dans le cinéma gore italien de Joe D'Amato, Blue Holocaust. Alors un film qui a été réalisé en 1979 et qui est un film, pour le coup très très malsain, qui tourne autour de la nécrophilie, mais qui est malgré tout très réussi et très beau visuellement. Alors pour l'anecdote, toujours concernant le casting, Lucio Fulci lui-même apparaît dans le film, non crédité en tant qu'acteur, évidemment, au générique. Alors, dans le rôle très court de l'archiviste, vous verrez ça, de la ville, le bibliothécaire, on le reconnaît assez facilement, il a des grosses lunettes, comme ça, posées sur son front. Alors, Lucio Fulci est apparu comme ça, dans pas mal de ses films, comme une espèce de gimmick, un petit peu Hitchcockien, en fait. Alors, l'au-delà sort donc au printemps 1981 en Italie, sous le titre original de « E tu vivrai nel terrore l'aldilà » et « Tu vivras dans la terreur l'au-delà ». Puis, un peu plus tard en France, en octobre de la même année, en version intégrale, je crois, et assortie évidemment d'une interdiction au moins de 18 ans. Alors, l'au-delà remporte un beau succès à travers le monde, en particulier en Italie. Mais au-delà de ça, si je puis dire, il est devenu au fil des ans, une espèce de classique, alors que quand il est sorti, la critique a souvent considéré le film comme un truc pornographique du point de vue de la violence, un film crapoteux, un film putassier, un film mal fichu en plus. Enfin bref, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et aujourd'hui il a été réhabilité, évidemment. Et il est d'ailleurs ressorti aux États-Unis, alors ça fait un petit moment, ça fait 20 ans, oui, en 1998, dans sa version intégrale, dont avaient été privés les Américains, avec une nouvelle affiche et sous son titre évidemment américain, The Beyond, l'au-delà. Alors, c'est même devenu, en quelque sorte, un film vendeur, entre guillemets, puisque un petit merchandising est né autour du film de Fulci. Alors, par exemple, on a pu trouver une BD
adaptés du film. Bon, des figurines de collection, bon, des différents personnages, des différents monstres, des t-shirts évidemment, la BO également, la bande originale donc, de Fabio Frizzi qui est ressortie, etc. Alors, plus intéressant peut-être, c'est un film aussi qui a eu un petit impact sur la culture populaire au sens large. Je pense par exemple à certains groupes, pour les amateurs, à certains groupes de death, de thrash metal ou de hardcore qui vont rendre hommage au film de Fulci sur les pochettes ou dans les samples qu'on peut entendre dans certains morceaux. Alors notamment un groupe pour les amateurs qui s'appelle Necrophagia, tout un programme, où les Italiens de Sickening, qui ont carrément intitulé un de leurs albums The Beyond, par exemple. Je pense aussi aux Français de The Black Zombie Procession, dans leur clip Zoonotic Infection, hein, où il y a plusieurs clins d'œil au film L'Au-delà. Et puis alors, plus étonnant, le film va même inspirer le groupe suédois de Hard FM Europe, bien connu pour The Final Countdown, hein, dans leur premier single qui datait de 1983 et qui s'appelait Seven Doors Hotel. Et c'est un morceau qui cite explicitement l'au-delà, parce que le film avait marqué le chanteur, hein, Joey Tempest à l'époque, et donc ils en ont fait un morceau. Alors, encore plus étonnant, dans le Spider-Man de Sam Raimi, en 2002, le monteur du film a intégré dans le film une image clairement repiqué à l'au-delà. Lors de la scène, alors un peu hallucinatoire, où Peter Parker voit son ADN qui change, juste après qu'il a été mordu donc, dans le laboratoire. Et alors c'est un plan quasi subliminal, une migale en gros plan, prise en contre-plongée, hein, comme si elle était sur la tête du personnage, sur le visage du personnage, et qui provient de la séquence des araignées, vous verrez ça, tirée de l'au-delà. Alors, ce n'est pas très étonnant en même temps, parce que le monteur de Spider-Man était le même qui s'était occupé de la restauration du film pour la ressortie américaine de 1998. Donc, il avait repris un plan à l'au-delà pour Spider-Man. Alors, une suite à l'au-delà a même été envisagée dans les années 90, alors qui aurait été intitulée, c'était un titre évidemment provisoire, Beyond the Beyond, au-delà de l'au-delà. Bon. Un producteur japonais était soi-disant sur le coup, David Warbeck, donc l'acteur principal, avait écrit quelque chose, semble-t-il, mais bon, le projet est tombé à l'eau et c'est peut-être mieux ainsi. Donc un beau succès, une belle postérité, mais vu sa violence graphique, évidemment, l'au-delà a connu quelques déboires avec la censure, en particulier en Angleterre, comme d'habitude, puisque le film a été inscrit à la fameuse liste des vidéos nasties au début des années 80, ces films qui étaient littéralement interdits en Angleterre et dont on retirait les cassettes vidéo des vidéoclubs. Alors, lorsqu'il est sorti en VHS en Italie, c'est dans une version coupée également. Toute la séquence initiale, vous verrez ça, avait été sucrée, ce qui mit d'ailleurs Lucio Fulci dans une colère noire, évidemment, auprès des distributeurs. Et quand on connaît le caractère du bonhomme, ça a dû être quelque chose. Alors en France, il est sorti en VHS, dans plusieurs éditions. Il a été édité en DVD également, dans une très belle édition chez Neo Publishing, un éditeur qui a disparu, et aura donc bientôt son édition Blu-ray française chez Artus Film, puisque le film est au calendrier de cet éditeur. Alors pour terminer, pourquoi ce succès et pourquoi ce statut si particulier aujourd'hui ? Bon, d'abord, le film s'inscrit dans la mode des zombies qui avait été lancée 2 ou 3 ans auparavant par George Romero, même si le zombie n'est pas le motif essentiel de l'au-delà. Bon, mais on sait que le cinéma fantastique marche par cycle, marche par mode, et donc il a profité évidemment de ce filon. Et puis bien sûr, l'extrême violence du film a joué forcément dans ce succès et cette réputation. Alors dans l'au-delà, en plus, les scènes gore, vous verrez ça, prennent un air sérieux, et bien plus sérieux que l'horreur sanglante que l'on peut trouver dans le cinéma d'horreur contemporain. Alors ça peut paraître complaisant évidemment, mais c'est jusqu'au boutiste, c'est ultra réaliste, et ce notamment grâce au maquilleur, donc Gianetto De Rossi. Les trucages sont très réussis. Alors, hormis peut-être une séquence, donc j'en parlais tout à l'heure, une séquence avec des araignées
bon, qui n'est pas très très heureuse aujourd'hui, hein. On voit bien que les araignées sont, enfin en tout cas pas mal d'entre elles sont mécaniques, quoi, et ça se voit. C'est un peu raté. Et puis alors l'au-delà, autre élément qui peut expliquer aussi ce statut, l'au-delà, bon, c'est aussi une mise en image de la mort. Alors dans ce cas-là, de plus, comment dire, de plus clinique, de plus chirurgical, hein, de plus froid et de plus anatomique. Bon, je pense notamment, vous verrez ça, à ces cadavres, hein, dans la morgue, et puis à ces morts-vivants, hein, à la démarche fatiguée, à la démarche maladive. Bon, qui sont de vrais cadavres ambulants pour le coup, et assez éloignés en fait des ghouls hurlantes et agressives qu'on peut trouver dans le film de zombies actuel. Puis alors, ce qu'il y a de plus intéressant peut-être et qui explique vraiment cette postérité, c'est ce parti d'intégrer donc les effets les plus sanglants véritablement dans un film sans véritable intrigue. Pour faire vite, hein, une femme emménage dans un hôtel maudit, situé donc sur une porte de l'au-delà, hein, bon, une porte de l'enfer, située entre le monde des vivants et le monde des morts, point barre, c'est tout. Alors avec la vague caution de Lovecraft, hein, puisque le livre d'Eibon, hein, est à la source de tout cela, et le livre d'Eibon, c'est un livre mythique que Lovecraft cite dans ses œuvres. L'histoire donc est réduite à peau de chagrin, littéralement, et c'est même un film qui n'a pas vraiment où il n'y a pas vraiment de logique à chercher, hein. C'est un film bon, un petit peu déstructuré, qu'on peut considérer comme une suite d'images, de visions, de cauchemars, qui fait plus appel en fait à nos sens, à nos impressions, nos sensations, plus qu'à notre raisonnement. Fulci disait d'ailleurs que de tous ces films, l'au-delà était celui où l'histoire était la plus inexistante, et que c'était un film dans lequel il refusait d'appliquer les structures traditionnelles du cinéma, les conventions habituelles de la narration. Et en fait, dans l'au-delà, bon, c'est l'image qui prime, beaucoup plus que l'histoire qui est racontée, beaucoup plus que la narration. Et Fulci le comparait à ce titre alors à un autre film très déstabilisant du point de vue de la narration, lui aussi, Inferno, de Dario Argento, qui était sorti à peu près à la même époque, et qui lui aussi bon, est un film assez étrange de ce point de vue-là. Alors à ce propos, bon, Fulci se revendiquait d'un écrivain français, alors, bon, qu'il avait connu dans sa jeunesse, Antonin Artaud. Alors, un écrivain bon, spécialisé dans le théâtre, théoricien du théâtre, qui essayait de changer justement les codes du langage théâtral et qui, je cite, cherchait à trouver alors, un langage à partir de signes, de cris et non de mots, une pression directe sur les sens, sur nos 5 sens. Et pour Fulci, c'est la définition même de ce qu'il avait voulu faire dans l'au-delà. En tout cas, c'est ce qu'il disait dans ses interviews. Et en cela, alors le tableau final, hein, vous verrez ça, la séquence finale en forme de tableau plutôt, bon, fait vraiment appel à nos sens, c'est purement sensitif, il n'y a pas véritablement de logique à chercher là-dedans. Donc en cela, l'au-delà était un film que Lucio Fulci appréciait tout particulièrement parce qu'il avait eu l'impression véritablement de répondre aux objectifs qu'il s'était assignés dans ce film. J'espère donc que vous l'apprécierez tout autant que lui et tout autant que moi. Donc bonne soirée à tous, hein, si je puis dire, parce que l'au-delà, c'est quand même pas une ambiance très festive, hein, comme vous allez le voir. Enfin bon, bonne soirée malgré tout. Merci.